avec cette dernière table ronde de la journée qui est plutôt proposée comme une forme d'échange pour aussi dynamiser un petit peu le moment au post-goûter. Voilà, moi j'avais prévu de laisser un petit moment à chaque intervenant pour se présenter en lien avec les thématiques de la journée et plus précisément notre session de table ronde, c'est-à-dire la médiation artistique au numérique. Donc on peut commencer par Fahadine qui a effectivement organisé cette super journée d'études à distance, on peut dire. Après, voilà, on a proposé plusieurs termes aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment on peut identifier notre journée, mais en tout cas, voilà. Donc, autour de cette table ronde numérique, autour de l'écran, je demande à Fahali Mortazavi de se présenter à sa manière en lien avec les thématiques de la journée. Et ensuite, on fait un tour et on passe aux présentations. Voilà. Bon, c'est à toi, Fahad. Merci Yassaman. Donc, j'ai commencé à travailler sur le numérique. J'étais donc dans une autre vie ingénieur dans le monde de recherche, dans le monde industriel, et j'ai beaucoup contribué au développement des premiers réseaux informatiques et même le réseau Web 2, c'est-à-dire l'Internet collaboratif, jusqu'à l'année 2003-4, où j'ai pu former un réseau de chercheurs de 2000 personnes. On était tout au début de ça. Et puis, voilà, je me suis converti en intermittent du spectacle et depuis, j'ai commencé à travailler sur scène. Je me suis spécialisé dans les marionnettes, l'art de la marionnette, le théâtre d'ombre, et où j'accompagnais avec la musique. Et depuis 2011, j'ai été sollicité pour intervenir comme un médiateur auprès des établissements scolaires pour apporter une sorte de médiation critique auprès des adolescents et des enfants qui étaient de plus en plus imprégnés et pris par les dispositifs de téléphone portable, ordinateur, et cela crée des troubles d'attention, d'autorité et tous les symptômes qu'on connaît et qui s'intensifient de plus en plus. Et puis, autour de ça, comment dire, ma graine de chercheur m'a poussé à faire un master en littérature, option image, et puis, suite à ça, j'ai commencé, donc depuis, c'est ma 3e année, donc je réalise un travail de recherche en doctorat, donc sous la direction de Sophie Gell et Alexandre Saemer, et je suis ingénieur de recherche dans l'organisme qui s'appelle Orarte, qui est partenaire de cette présente journée. Voilà. Merci beaucoup, Fahadine. Donc, Julien, c'est ton tour. Si tu peux te présenter en lien avec les thématiques de notre table ronde, ça sera parfait. Julien, oui, super. Merci. On ne t'entend pas, Julien. Je vais reprendre ma propre voix parce que la blague. Julien? On ne t'entend pas. Tu es sur le triangle de Bermude. Non, je pense qu'il est en train de faire passer un message. Et peut-être Patrick, je l'ai vu arriver. Bonjour à toutes et tous. Je remercie les personnes organisatrices de m'avoir invité. Un merci particulier à Yassaman Rajei pour la mise en lien et Fardine Mortazavi pour les discussions préparatoires et les tests techniques bien sûr.
Je vais reprendre ma propre voix parce que la blague a assez duré. Voilà, c'était un petit essai de distanciation, faire entendre le dispositif technique lui-même pour mettre en avant notre impossibilité de parler de vive voix. Voilà, c'était un petit essai de distanciation. Voilà, c'était un petit essai de distanciation. Voilà, c'était un petit essai de distanciation. Voilà, c'était Voilà, un donc petit c'était essai de... un petit essai de distanciation, ce qui rebondit un peu sur un thème qui est arrivé très tôt dans cette journée. Donc voilà, je travaille comme auteur, comédien, metteur en scène, principalement avec la compagnie La Traversaine. Et à partir du premier confinement, j'ai commencé à vraiment voilà, vouloir faire quelque chose sans aller dans le numérique forcément, et encore moins dans la captation audiovisuelle. Et donc, je me suis passionnée par le téléphone et donc sur les ressentis de présence qui ont pu être évoqués par Ervina Kotoloshi, comment on peut créer ça par téléphone, comment on peut bricoler avec ce qui est les conférences téléphoniques, etc., au niveau de l'existant pour le pirater, le reconfigurer, etc. Donc ça rejoint ce que Mathilde Gentil évoquait autour du low-tech, du hacking, etc. Au niveau du point de vue total qu'évoquait Marion Sieffert, pour que ça marche des deux endroits, moi ça me parle au niveau de mon envie de faire des choses en multicanal, c'est-à-dire accessible à la fois depuis la coprésence, aussi à distance, pas forcément numérique, et en même temps par le téléphone, par des lives sur des réseaux sociaux, etc. Voilà. Et puis, donc voilà, le bricolage, le ratage, ça fait partie de choses qui ont pu être évoquées au niveau des soucis techniques et qui peuvent faire partie d'une esthétique. Et puis, donc, je vous présenterai à la fois ce que j'ai pu faire avec un serveur vocal humain et à la fois sous forme de téléperformance. Alors, très bien. Merci beaucoup, Julien. Patrick, est-ce que tu es Bonjour. là? Oui, bonjour Patrick. Donc, je te laisse te présenter, s'il te plaît, un petit moment de présentation et voilà. Ensuite, on passe aux présentations plus classiques. Donc, je suis Patrick Tréguer, je travaille dans un centre de culture scientifique, hein, donc plutôt sur le côté, l'ambiance de professionnels culturels. Je vais plus ouvrir la porte, comme ça sera la dernière intervention. Ça a été évoqué un tout petit peu sur ces problèmes de lisibilité. Un questionnement sur le rapport à la médiation, puisque c'est le contenu de cette dernière partie, et plus en particulier la médiation réfléchie ou une tentative de réflexion et d'ouverture vers la question de la médiation dans le cadre art et sciences. Voilà, ça sera principalement l'objet de mon intervention. Très bien, merci beaucoup Patrick. Gilles Vernet, est-ce que vous êtes là? Fadine, tu n'as pas de nouvelles? Si, je suis là. Ah, vous êtes là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Je suis instituteur en CM2 depuis une quinzaine d'années. Je suis également réalisateur d'un film qui s'appelle Tous accélèrent et qui s'est fait avec mes élèves et qui interroge la course contre le temps de notre société, l'accélération exponentielle et en particulier liée à la médiation numérique. Et puis, j'ai réalisé un autre film avec mes élèves qui s'appelle « À nous l'opéra », dans lequel, avec l'Opéra de Paris, ils ont écrit et monté un opéra-ballet mythologique qu'ils ont présenté dans 700 personnes et qui était très beau. Et puis, je viens de publier aussi un livre qui s'appelle « Tout l'or du monde » sur le métier d'instituteur et sur le métier d'enseignant, voilà, et dans lequel j'interroge la place de l'argent plus globalement dans nos vies, mais aussi où je donne une part importante à la réflexion justement sur la place du numérique dans l'éducation avec tous les enjeux que ça pose, qui sont innombrables.
Merci beaucoup. Donc, je prends aussi juste une minute pour me présenter. Voilà, moi, je suis maître de conférence en études théâtrales, en théâtre contemporain à l'Université Clermont-Auvergne et je m'intéresse à la question de la médiation et la performance. Et c'est en fait sous cet axe que j'ai collaboré avec Fahadine et avec Sophie. Et je mène aussi un atelier pratique de théâtre à l'université et j'étais obligée, comme tout le monde, à mener cet atelier à distance. En fait, j'avais le choix de l'arrêter ou de le rendre accessible à distance. Et donc voilà, j'ai pu expérimenter le théâtre à distance, le théâtre d'objets et marionnettes à distance, sous une forme théâtre téléphonique et intime, qui est en cours en ce moment. Donc, on va bientôt avoir les représentations. Je vais envoyer un mail à Fahadine qui peut vous transmettre si jamais cela vous intéresse. Donc, Fahadine, il me semble que c'est ton tour. Donc, tu as à peu près 10-12 minutes pour présenter ta communication. Bon, puisque c'est ça, je démarre. Je lance. Voilà. Donc, comme je vous disais, je travaille sur ce projet depuis 2011. Ce projet s'intitule Cyberombre. Donc, vous pouvez avoir plus de choses sur le contenu des vidéos sur le www.cyberombre.org. J'utilise la scène du théâtre, le théâtre d'ombre, pour travailler, apporter une médiation critique à l'usage de numérique auprès des jeunes de l'école jusqu'à l'université. Attendez pourquoi il ne me donne pas la main? Julien, merci pour ta performance. Voilà, c'est bon. Donc, la question de départ c'était dans quelle mesure la scène du théâtre peut apporter une médiation. C'était ça, pour répondre aux questions des grands, les problèmes d'autorité, d'attention, de concentration, etc. C'est-à-dire les adultes, ils craignaient de ne pas saisir, d'être dépassés, ne pas savoir comment aborder tous ces thèmes-là avec les jeunes. Le protocole opératoire, c'était de présenter donc sur plusieurs mois travailler avec les enseignants et ensuite, au cours d'une semaine, aller dans une salle de théâtre et monter le spectacle avec eux-mêmes, par le respect de leur dignité. Je tenais beaucoup à ce que le spectacle soit écrit à partir de leur propre récit individuel et ensuite par une écriture collective, scénarisée. Et le jour du spectacle, c'est eux qui prennent tout en main. Je tenais à ne pas avoir un rapport oblique avec les jeunes. Un des derniers sur lesquels j'ai mené des enquêtes, c'était une école primaire et un collège qui étaient l'une à côté de l'autre. Donc, dans un quartier, on va dire, mélanger des quartiers plus pauvres avec des gens plus aisés, avec beaucoup de familles monoparentales. Donc, je vais très vite passer puisque je voudrais aller sur le débat qu'on va faire autour de ça. Et les enquêtes que j'ai menées, c'était sur leur degré d'exposition et d'usage et leur propre conscience sur ces outils. Et ensuite, essayer de mesurer quelque chose de très difficile, de leur degré d'implication et ce que cette médiation leur a apporté. D'une manière globale, depuis maintenant une dizaine d'années, je remarque que quand on fait des ateliers d'écriture, tout l'imaginaire est très envahi par tout ce qui est automatique, robot, confié, comment dire, on va plus travailler. Tous les fantasmes de transhumanisme sont bien là et ils sont bien injectés dans la tête des enfants. Donc,
Ensuite, pardonnez-moi d'aller un peu vite sur ces parties-là. Là, je vous montre quelques graphiques rapidement sur leur degré d'exposition. On remarque que c'est vraiment présent et de plus en plus. Et ils ont de l'écran à plus que 50% dès le matin. Et quand on va à l'école et après on fait 4-5 heures d'écran, je ne sais pas quel temps disponible reste. Et une question qui était très intéressante, pourquoi vous utilisez les écrans? Je prenais bien le soin de les laisser parler. 95% exprimaient que c'est pour passer le temps. Et ça, je trouve que c'est assez triste pour une génération future qui passe leur jeunesse à passer le temps, à ne pas avoir un temps plus disponible. Le passage au collège fait basculer beaucoup l'usage des écrans d'une manière assez importante. Un des éléments importants, c'est les espaces où ils peuvent avoir physiquement des amis autour d'eux. Donc, ils présentent 40-50 amis sur les réseaux, une douzaine dans les cours d'école, mais dans la rue, ils sont, ça c'est pour les collégiens, très très peu, et il y a très peu de fréquentation d'amis chez eux, comparativement à ce que j'ai vécu moi-même ou d'autres gens de mon âge. Ça c'est pour le graphique des cours. Donc, très rapidement, sur leur usage, on voit ce temps important, on voit je vais passer ça, puisque je vais reprendre ça dans l'analyse temporelle de ces questions. Donc, la question que je me pose, c'est que sur quel facteur agir pour que les jeunes puissent construire ce moi tranquille avec les autres, en relation avec les autres. Et une question que je pose, c'est que je compare un peu, c'est une question entre les générations, c'est-à-dire quel espace libre ils ont, quel espace libre et non encadré ils ont. Ils en ont presque rien, puisque tout est encadré pour les enfants et les adolescents. Et les industries médiatisantes, c'est-à-dire ces plateformes, pas les industries médiatiques, ils agissent et bouleversent non seulement les écoles et les enseignants, mais aussi leur propre milieu familial. Donc, dans ces ensembles, les enfants se réfugient trop cadrés dans l'espace, entre guillemets, libre des réseaux sociaux. Et je passe. Donc, la première hypothèse que je propose, c'est comment relier de nouveau travailler, provoquer une réflexion critique. Mon hypothèse, c'est qu'il faut absolument de nouveau relier avec les choses les plus proches de nous, c'est-à-dire les êtres et les choses qui sont immédiatement là. Et puis, par le récit, les récits, on pourrait sur scène de nouveau mettre en résonance avec leurs propres récits sur les réseaux numériques et avec ce qu'ils vivent concrètement sur scène. Et dans cette tension, on peut voir émerger les voies de comment on pourrait devenir autonome et s'émanciper de ces dispositifs. Pour cela, très récemment, j'ai ébauché une analyse temporelle. J'ai subdivisé un petit peu le temps sur d'abord, je nomme le temps englobant et industriel, c'est un peu ce temps imposé par la société, et puis un temps de vie et de présence, comment on peut prendre le temps, et un temps d'expérience esthétique. Donc, là, je vois que le chronomètre tourne. Je vais traverser ça. Je vous laisse balayer, mais je suis disponible sur le site et vous pouvez me contacter.
sur les choses qu'on peut remarquer sur le temps de vie, vraiment le temps qu'on consacre aux enfants sont devenus très, très réduits. Ça, je ne veux pas accuser les enfants et les enseignants, mais je pense qu'il revient quand même aux parents et aux adultes de prendre ce temps-là, puisque comme on dit, quand un enfant est un enfant, il ne sait pas qu'il est un enfant et il ne sait pas pourquoi il est là et pourquoi il n'est pas là-bas. Et ce sont les adultes qui ont cette responsabilité, par une présence réelle, de les amener vers des valeurs sociales, vers les liens sociaux, vers la construction d'eux-mêmes. On ne peut pas les laisser devant les écrans, entre guillemets, libres. Donc, dans la réflexion de toutes ces expériences qui continuent, je reviens sur un concept proposé par Armut Rosa, qui est disponibilité. Et dans son dernier livre, il dit rendre le monde indisponible. C'était indisponible quand il dit ça, indisponible au réseau, à l'utilisation exponentielle de tous ces outils, ou bien plutôt de rendre disponible aux choses qui sont au plus proche de nous. Et d'une manière temporelle, moi je pourrais dire, c'est-à-dire c'est ce qu'on constate, c'est ce que je vois en tant que musicien, c'est qu'on a besoin d'un temps vertical, d'une présence. Ça c'est un autre type de présence. L'exposé d'Ervina m'a beaucoup apporté sur ça. C'est comment cette verticalité de présence peut s'exprimer, peut se développer. De cette manière, peut-être le monde serait moins ennuyeux et beaucoup de problèmes sociaux pourraient se résoudre. Je cite la phrase de Cioran qui dit « C'est dans l'attente que se manifeste, que se révèle l'essence du temps. Quelle supériorité de ne plus rien attendre. » Je cite cette citation puisque tout le temps, toutes ces années, je me demande qu'est-ce qu'il y a d'aussi plus important qui se passe sur le portable des adultes pour se déconnecter de leurs propres enfants. Je me pose tout le temps cette question-là. Donc, on attend toujours quelque chose. On attend des informations, on attend un résultat, on attend d'être connecté, on attend un ami, une amie. Voilà, c'est un moment. C'est ce qui est difficile dans ces constats, c'est de revenir et ouvrir la discussion et le débat sans tomber dans la prescription et dire dans le comportementalisme et dire, déverser des vérités. Donc, c'est pourquoi à partir de l'année dernière, on souhaitait, donc tout a été un peu déplacé à cette année-là, à l'année 2020. Nous sommes en train de créer un nouveau module performance débat atelier qui cible les 3 publics, parents, enfants et éducateurs, qui s'appelle « On dirait que quelque chose se passe ». Ce concept consiste à réaliser une performance et ensuite déclencher un débat auprès des adultes et des enfants. Ces ateliers, ces performances sont accolées d'un atelier d'écriture des récits individuels qui peuvent devenir des collectifs, et on peut même amener les personnes qui participent sur scène. Il y a des résidences qui sont d'ores et déjà programmées. C'est dans l'Espace Mendès France où donc Patrick nous en parlera. Dans un mois, la résidence va avoir lieu dans une maison de quartier, dans un lieu au lieu de marionnettes à Chevigny. Et puis, à l'Université de Clermont, en partenariat avec Yasaman,
et, et le service culture de l'université. Et puis, nous cherchons d'autres terrains. Donc, vous pouvez nous inviter à venir à faire apporter ce module observatoire sur ces différents terrains. Et c'est un projet de recherche-création. On réalise des enquêtes en parallèle et pour les rendre disponibles sur le site Cyberombre. Et tout est basé donc sur l'unité de base qui est le récit, qui est une sorte de contrepoint de l'expérience humaine qui est utilisée comme matière première dans l'industrie, dans l'économie de l'action qui présente, qui est un peu le nerf de la guerre du monde dans lequel on est en train de vivre. Je vois que Yasaman arrive, donc ça veut dire que je n'ai plus de parole. Merci, je joue la gardienne de temps. Merci Faradine pour ta présentation. J'ai vu qu'effectivement, tu as fait quelques références aux théories de Peter Brook. Effectivement, ça me fait penser à ce qu'il nomme le théâtre immédiat. Et je pense que déjà le terme, ça nous renvoie un peu à tes problématiques, à cette histoire de temps, d'être face à face avec le public et puis les participants et de créer cet espace de réflexion autour de notre vie actuelle, de ce qu'on vit malgré nous et même malgré le fait que parfois on est conscient de ce qui se passe. Là, tu parles des adolescents, mais qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Donc, je pense que voilà, dans le cadre de ce projet, t'invites à la fois les artistes, les participants, y compris les adolescents et les parents, à mener leur réflexion. Donc, on va discuter plus amplement après toutes les communications. Donc maintenant, j'invite Julien à venir présenter effectivement son projet sur le boîte vocale humain et puis toutes ces expériences qu'il a menées jusqu'ici et puis peut-être son projet en cours voilà, sur justement les dispositifs Covid compatibles auxquels je vais aussi participer. Voilà. Donc, Julien, je te laisse le temps. Voilà, tu as à peu près 12-13 minutes pour présenter ta communication. Voilà, c'est à toi. Merci. Donc, je vais vous parler, en effet, je vais commencer par vous parler du serveur vocal humain. Donc, le serveur vocal humain, j'ai commencé à faire ça donc, au moment du premier confinement où je ne voulais pas donc, aller vers la vidéo, le live numérique, etc. Et je préférais explorer le téléphone. Donc, j'ai fait différentes choses, et notamment le serveur vocal humain, où j'ai fait croire en fait aux gens que je connaissais autour de moi, j'ai fait passer le message comme quoi je travaillais avec une entreprise pour faire un serveur vocal poétique qui allait permettre de faire écouter mes textes au téléphone à des gens qui se connecteraient, et puis je travaillais sur toute une arborescence en reconnaissance vocale, etc. Et en fait, quand les gens appelaient sur mon numéro de téléphone, c'est moi qui répondais, mais, et je vais vous montrer avec quoi je travaillais avec un fichier Word, donc vous devez voir apparaître à votre écran. Donc, je travaillais avec un fichier Word et avec des hyperlinks, des hyperliens, pour engager la conversation. Donc, je décrochais et je faisais ça. Bonjour et bienvenue sur le serveur vocal interactif poétique de Julien Dayer. À des fins de recherche et développement, cet appel est susceptible d'être enregistré après le bip sonore. Et là, j'appuyais sur une touche de mon clavier numérique qui faisait un bip pour la personne. À tout moment, si vous souhaitez abréger une séquence, voilà, donc je ne vais pas vous le faire, mais donc voilà. Et donc les gens, je leur posais des questions. Je leur disais par exemple, si vous souhaitez écouter un poème, dites poème. Et donc si les gens disaient poème, je cliquais là-dessus, ou autre texte, ça sera plus visible. Je cliquais dessus et donc j'arrive dans mon fichier là où je dois continuer à lire. Donc ça, c'est bien sûr
ça fait écho au travail des téléconseillers qui sont eux aussi sur des sortes de Bibles où ils sont guidés dans ce qu'ils doivent dire au moment où ils sont en lien avec des gens au téléphone. Et puis, c'est aussi une manière d'imiter et de me faire passer pour la machine à un moment où la machine devient presque plus humaine que... Enfin, oui, quand on est en lien avec la machine, de plus en plus, on ne va plus se rendre compte que c'est une machine. La voix de synthèse va paraître une voix humaine. Et donc, on entendra la voix de la machine que si c'est l'humain qui décide d'imiter la machine ou si on décide de ne pas aller plus loin dans l'utilisation technologique des voies de synthèse, etc., pour tel ou tel produit. Et je pense qu'on y arrivera peut-être pour rassurer les gens ou pour créer... Enfin voilà, toute cette frontière, ça m'intéressait, donc c'est sur quoi j'ai travaillé. Et que je vais reprendre le serveur vocal humain sur rendez-vous à partir de mars, avec le Centre Dramophonique National, le Halo, que j'ai lancé, que je suis en train de lancer. On fait l'ouverture là le samedi. Donc, c'est le Centre Dramophonique, le Halo. Donc, vous pouvez l'appeler à ce numéro de téléphone. Vous pouvez faire l'expérience maintenant et comme ça, vous entendrez ma voix ailleurs que depuis cet écran, et donc ça deviendra du multicanal puisque vous m'entendrez à la fois à travers l'écran et à travers le téléphone, même si avec le téléphone, vous verrez, ce n'est pas moi qui suis en train de parler en ce moment, donc ce n'est pas vraiment du multicanal, ce n'est pas le même temps de représentation qui est partagé. Donc maintenant, je vais peut-être passer à la téléperformance. Donc la téléperformance, je vais partager mon écran pour vous présenter une vidéo qui explique ce qu'est la téléperformance. Donc, partager l'audio aussi, voilà. Et donc, je mets la vidéo en grand écran. J'enlève mon micro et je la diffuse. Alors, je garde le micro pour vous dire que c'est une téléperformance, c'est un dispositif qui consiste à audio-guider à distance des personnes qui téléperforment face à un public à partir des indications de texte à dire et gestes à faire qui leur sont dictés au fur et à mesure par téléphone ou d'autres canaux. Donc, je m'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Je ne vous vois pas bien. Lipește de 5 ori foarte tare. Apoi spune. C'est pas la toute définition, mais c'est ok. Je vous remercie de m'accueillir. Voilà, alors j'arrête le partage d'écran. Donc, je crois qu'à un moment, ça a un petit peu foiré parce qu'il y a quelque chose qui s'est affiché qui vous a enlevé les sous-titres. C'était en roumain, puisque je parle roumain avec... j'ai passé 3 ans en Roumanie, donc j'ai fait ça en roumain. Et la personne que vous voyez ne parle pas couramment français. Et donc, elle se met à parler français parce que je lui dicte à l'oreille des mots en français et je décris des gestes à faire. Je fais ça avec 2 timbres de voix différents. Quand je donne du texte à répéter, je parle comme ça. Et quand je décris des gestes, je parle comme ça. Donc, dramaturgiquement, je me suis dit, bon, la téléperformance, comment je peux amener ça pour que ça ne soit pas juste un pis-aller et que, enfin, ou que les... pas un pis-aller, mais que les effets que ça a sur la personne qui téléperforme à distance soient cohérents avec la dramaturgie. Donc, j'ai proposé ça comme étant des séances de spiritisme à distance. Donc, il y a une première partie où je suis Daniel Julilaire, téléspiritiste professionnel, qui va
qui va mettre en place un rituel spiritiste à distance chez les gens qui sont connectés avec moi par l'audio du téléphone ou par un live de réseau social si on rajoute l'image lors du partage de ces indications. Donc j'ai inventé un rituel, j'ai pris un rituel comme ça avec de l'eau, du sel, une manipulation, quelques bribes de voix. Et donc la personne qui est mon contact, au début, elle a donc le son en haut-parleur. Tout le monde entend les indications que je donne en tant que Daniel Julilaire, téléspiritiste à distance. Et il y a une mise en place dans leur espace de l'eau, du sel, etc. Donc je commence à activer des choses à distance depuis chez moi, chez d'autres personnes. La téléperformance, elle n'est pas forcément pour une seule personne, elle peut être démultipliée à travers différentes personnes. Là, ce que vous venez de voir, c'est une version de la téléperformance que j'ai fait ce soir-là, donc le 5 décembre avec la Casa Transit, puisque mon audio était diffusé à la fois sur une visioconférence Zoom, un live Facebook. Donc, c'est pour la première partie du rituel où tout le monde entendait, on me voyait aussi, et j'étais Daniel Julilaire avec cette perruque pour faire la séance de téléspiritisme. Et puis, c'était également accessible via un groupe WhatsApp, simplement pour l'audio, et avec mon téléphone, une personne pouvait m'appeler si vraiment il y avait quelqu'un qui ne voulait pas du tout passer par le numérique ou par WhatsApp. On pouvait faire ça comme ça. Et puis, donc, au bout d'un moment, Daniel Julilaire dit, voilà, maintenant que vous avez tout mis en place, le rituel, on va pouvoir commencer. Maintenant, je vais demander à la personne qui est en contact avec moi de couper le haut-parleur, de mettre simplement des écouteurs sur les oreilles pour que je puisse la bercer de chants, de guimbardes, etc., afin qu'elle puisse accueillir un esprit, l'esprit poétique qui va la posséder. Et à partir de là, la personne, elle a simplement les écouteurs sur les oreilles, et c'est ce que vous avez vu, je dicte des choses à dire et des gestes à faire à cette personne-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que là, du coup, ça donne vraiment du sens à comment je peux donner l'impression que la personne est possédée. Je décris les mouvements geste après geste pour qu'on sente l'étrangeté d'une présence à l'intérieur du corps de cette personne, qui n'est pas la personne qui guide son corps, mais qui est guidée. Et puis, pour les mots, je fais parler des personnes une langue étrangère qu'ils ne parlent pas forcément, ou je fais parler, pour les Français, je leur fais utiliser des mots un peu incongrus, ou des mots que j'invente quand l'esprit poétique est un esprit du futur, par exemple, où j'invente une langue du futur avec des mots anglicisés, etc. Et donc, à travers ce dispositif de téléperformance, je peux faire ça donc à la fois en duo, et là, je peux être en interactivité avec les spectateurs de la personne qui téléperforme que j'entends à travers son téléphone, ou alors on démultiplie la téléperformance et il y a plusieurs personnes qui téléperforment et je n'ai pas de retour direct, sauf que les gens qui assistent à une version de la téléperformance peuvent documenter en prenant des photos ou des vidéos et en les envoyant sur Facebook et Instagram avec un hashtag spécial, et que moi, à ce moment-là, je peux accéder à ces contenus via le hashtag, ce que je n'ai pas encore fait parce que pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi de tout gérer ces différentes choses. Donc, je les ai simplement après coup de voir des traces comme ça, des différentes téléperformances. Je partage mon écran là pour vous montrer, voilà, sur le site internet, voilà, sur mon site internet par exemple, vous voyez ici, c'est la toute première téléperformance que j'avais fait avec Agathe Guignard qui était donc en avril confinée avec plusieurs colocataires. Donc là, c'était en duo, ça pouvait être en interactivité. J'entendais les spectateurs, et notamment à un moment, j'entendais les spectateurs commencer à me poser des questions sur le futur, qu'est-ce qu'il était devenu, enfin, qu'est-ce qui s'était passé, puisque mon esprit, enfin l'esprit qui arrivait, c'était Christopher en 2053 qui téléperforme, enfin qui fait qui téléperforme par télépathie avec les gens de la zone verte parce qu'il y a encore des virus, etc. Et que là, en fait, il y avait une erreur d'aiguillage.
il était revenu dans le passé. Et c'est qu'à la fin que les spectateurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'amuser à me poser des questions sur le futur. Malheureusement pour eux, c'était la fin de la téléperformance et on a dû s'arrêter. Ils n'ont pas pu savoir tout ce que Christopher aurait pu leur révéler. Et ça, c'était en juillet, à peu près au même moment de la téléperformance, donc à la fin du rituel, au moment où on relie les eaux et les sels, voilà, pour ne faire qu'un, attirer l'esprit. C'est Perrine Trébal au DOC à Paris. Et là, cette fois-ci, là, elle est dans la cuisine du DOC, mais moi, j'étais en studio à DOC, en studio, et c'était diffusé sur Galoche Online. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient fait eux-mêmes aussi la téléperformance à travers la radio, parce que la téléperformance, c'est un peu compliqué de véritablement faire comprendre rapidement aux gens de quoi il s'agit, et puis qu'il n'y avait pas eu énormément de communication en amont pour permettre aux gens voilà, de se projeter dans ce moment-là. Et c'est donc pour ça que là, je vais essayer de communiquer un peu mieux, un peu plus largement, que j'ai créé le Centre Dramophonique National, le Halo, qui est donc une conférence téléphonique OVH, puisque je vais utiliser maintenant les conférences téléphoniques pour que plusieurs personnes se connectent uniquement par le téléphone, donc sans passer par les réseaux sociaux numériques, pour les prochaines téléperformances que je vais faire à partir de samedi prochain, et il est 16h30, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Julien. Désolée, hein, je viens sur l'écran pour vous arrêter, mais bon, c'est le rôle qu'on m'a attribué. Donc, c'était super ta présentation, Julien. Merci. En fait, ça me renvoie à la fois sur la question de médiation par la performance et puis la notion de manipulation, le fait d'être possédé aussi par la sphère numérique. Je pense que voilà, ça ouvre quand même pas mal de discussions. Donc voilà, ça sera l'occasion maintenant de passer à la prochaine communication, à la communication de Gilles Vernet, qui va nous parler de la notion de corps de l'enfant face au numérique, tout en passant par la question de l'expression artistique. Et que, voilà, comme il s'est présenté, il a mené plusieurs projets avec les enfants, et d'après ce que j'ai compris, il avait aussi un autre passé professionnel qui est présent d'une manière ou d'une autre dans sa présence. Et donc, je pense qu'il va tout expliquer. Donc, Gilles, c'est à toi. Alors, merci pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Simplement, pour expliquer, j'étais avant trader ou dans la finance de marché. Et donc, dans cette vie très rapide et numérique, en l'occurrence, très numérique, voilà. Et ça a été d'ailleurs l'objet du livre que je viens de publier qui s'appelle Tout l'or du monde, où je mets en rapport ces deux mondes, entre le monde de la finance et le monde de l'enseignement, et qui sont effectivement relativement opposés quand même par pas mal d'aspects, ne serait-ce que par le sens qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, et aussi par la dimension, paradoxalement, on gagne plus dans un métier qui a peu de sens et moins dans des métiers qui ont du sens. Mais pour revenir au sujet, et après toutes les interventions très intéressantes, alors moi, ce que je voulais avancer d'abord, c'était d'expliquer à quel point le Covid, selon moi, avait été un révélateur de pas mal d'aspects autour du numérique, bons et moins bons, et face aux enjeux que moi je constatais en tant qu'enseignant, qui sont assez critiques, je dirais, quelle remédiation on peut trouver face à une forme d'invasion numérique qui est, on l'espère, pas pérenne, mais qui clairement s'est imposée dans nos vies et même dans l'enseignement. Alors, d'abord, je voulais souligner qu'un des rares bénéfices de cette crise sanitaire, c'est quand même de nous avoir fait prendre conscience à tous de notre besoin de contact humain. On peut pas, tout le monde a compris qu'en fait, il ne serait pas possible de faire, d'avoir une vie sans relations humaines ou totalement médiée par les écrans. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a une pression globale du numérique dans nos vies qui n'est pas toujours souhaitable.
Alors, il y a aussi pour les profs une prise de conscience et à quel point l'enseignement à distance est envisageable en tant que complément, mais en soi, moi, en tant que prof, je dois témoigner du fait que pour avoir, pendant le confinement, fait cours à distance, ça n'a rigoureusement rien à voir dans ce qu'on peut apporter aux enfants, comment on peut les suivre. Voilà, l'écran ne pourra jamais remplacer ce rapport intuitu personae, ce côté qu'on a même difficilement là, qui serait les yeux dans les yeux, parce que je ne peux regarder personne et personne ne me regarde véritablement. Le fameux aussi 80% de non-verbal, qui échappe un petit peu, hein, voire beaucoup avec les écrans ou les masques. Et puis l'enjeu d'affect, c'est-à-dire que de plus en plus, selon moi, au fil de mon expérience d'enseignant, avec une classe de CM2, hein, donc relativement jeune, je m'aperçois de l'importance décisive de l'affect, un peu à la manière de cette main tendue qu'évoque Camus dans son discours à son instituteur, sa lettre à son instituteur, où il lui dit que sans cette main tendue, il ne serait pas devenu tout ce qu'il est devenu. Et cette main tendue, elle passe par l'affect, quelque part. Et l'affect, les écrans ne sont pas très propices à la véritable au ressenti des affects. Voilà, alors les conséquences pour les enfants, on a pu le voir, c'est qu'il y a une forme de décorporification, c'est-à-dire le corps est un peu relégué, ne serait-ce aussi parce qu'il y a l'enjeu du sport qui est moins grand, moins facilité. Mais il y a un enjeu clé pour moi et qui est très, très patent, et là sur une durée plus longue et qui n'engage pas seulement le Covid, c'est l'enjeu du vocabulaire, et sans parler de l'orthographe, mais du vocabulaire et de la capacité de s'exprimer. Clairement, depuis 2010-2011, et l'invasion des tablettes, hein, qui sont le dernier outil pour vraiment mettre les écrans un peu tout le temps, avec aussi les smartphones, bien sûr, là, le vocabulaire a littéralement chuté parce que non seulement il y a une vampirisation par rapport à la lecture, Fardin l'expliquait très bien, voilà, quand on passe 5 heures par jour sur les écrans, il n'est pas matériellement possible de lire, enfin, ou peu. Alors qu'inversement, quand on s'ennuyait, la lecture était volontiers, et quand on s'ennuie, moi j'essaye de plaider aux élèves, la lecture est un baume presque. Et l'autre enjeu majeur, c'est que les parents ne parlent plus. Ça, toutes les études le montrent maintenant. La parole dans la famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, est entravée par cette invasion des écrans. Alors, les dangers sont multiples aussi à travers les réseaux, hein, toutes les croyances qui peuvent circuler, vraies, fausses, enfin on s'y perd complètement. Les conflits aussi qui sont alimentés, sans parler du harcèlement, j'ai encore des cas dans ma classe cette année, et clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes alimentent les conflits parce qu'ils s'en nourrissent, hein. Quand on est dans une discussion, une polémique, on passe beaucoup plus de temps sur le réseau que quand on simplement le consulte. Voilà, et puis après, cet enfermement dans un cercle toujours permanent de gens de même avis, et avec la fameuse théorie de la confirmation. J'ai beaucoup d'enfants qui témoignent à la fois qui sont pris dans ces réseaux et ils sentent quand même tout ce qu'ils y perdent. Alors, ça m'amène aux remédiations que je mets en place dans mes classes pour, je dirais pas faire face aux écrans, mais essayer de bien les utiliser, ou d'utiliser le numérique à des bonnes fins, et surtout de se méfier de sa dimension addictive. Alors justement, ça passe dans un premier temps, et Fardin en parlait, ça vaut dans la famille, ça vaut dans l'école ou dans l'enseignement, c'est discuter pour comprendre, c'est-à-dire expliquer et discuter avec les élèves. Il y a même des films et des documentaires là-dessus, l'enjeu de l'addiction bien réel aux écrans, l'enjeu des réseaux et aussi des communications de type WhatsApp, des groupes de communication de type Discord, etc., qui se démultiplient et qui, se démultipliant, démultiplient à leur tour les communications qu'on doit gérer. Et de ce fait, l'enfant peut se retrouver totalement submergé par des messages auxquels il doit répondre en permanence, n'ayant plus de temps pour autre chose. Et c'est globalement ce qui se passe. Et ça passe par la prise de conscience d'un enjeu clé que j'explique dans Tout s'accélère. C'est la notion d'exponentiel.
c'est-à-dire une croissance exponentielle, c'est celle à laquelle obéit le nombre de messages qu'on reçoit. Il n'arrête pas d'augmenter de manière exponentielle, de plus en plus grande, au point de nous submerger. Pas seulement d'ailleurs les enfants, hein, bien plus les adultes avec les mails, etc. Donc cette discussion avec les élèves est riche d'enseignements, à la fois par leurs témoignages et à la fois par ce qu'on peut leur apprendre. Quand ils comprennent qu'à travers les algorithmes, ils sont un peu les dindons de la farce, hein, que ces algorithmes ont pour but de les hameçonner au maximum, ils sont paramétrés par des gens très intelligents pour ça. Quand ils ont aussi conscience, je leur parle de ce qu'avait dit une grande chercheuse qui avait expliqué que laisser une tablette sur la table du salon, c'est comme laisser de la cocaïne sur la table du salon, puisque c'est à peu près ce qui se passe physiologiquement en termes de sécrétion de dopamine avec tous ces outils et tous ces réseaux qui jouent là-dessus. Et puis un point aussi que je leur souligne, pour faire écho à ce qui a été dit également, c'est fear of missing out. C'est un syndrome qui touche les adultes, mais alors encore plus les ados. Fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, de passer à côté d'un truc, d'une information importante. Voilà. Et donc, quand on connaît l'instinct de groupe des ados, c'est redoutable. Alors, donc, discuter pour comprendre avec les enfants, ça leur permet déjà d'avoir un regard critique. Ensuite, l'éducation des parents, ça, je serai relativement bref, mais on s'afflige beaucoup chez nos enfants de nos propres afflictions et que donc, si on veut modifier les choses, il faut aussi se modifier soi-même et prendre conscience de cet enjeu dans la famille. Un point clé, c'est la respiration tous les matins, le fait de respirer ou méditer, mais je préfère dire respirer en pleine conscience, tout simplement respirer en faisant attention à cet air qui rentre et qui sort, et donc à son corps, c'est retrouver son contact avec son corps, retrouver contact avec ses émotions et retrouver contact avec aussi la spiritualité, son intériorité et par là même la spiritualité. Ce qui est, franchement, la place n'est pas grande pour la spiritualité avec les réseaux. Et puis, pour conclure, et enfin, sur le point le plus important qui va avec l'affect, c'est le rôle de la beauté, de l'art et de l'amour. C'est-à-dire, alors, l'amour, j'en ai parlé, mais je voudrais m'étendre une seconde là-dessus, c'est que j'ai X expérience de, quand je m'intéresse à des élèves et que je commence à savoir ce qui leur arrive, le fait de parler seul à seul et de témoigner d'une affection par une simple main sur l'épaule, en compatissant sur la situation, plein de choses comme ça, produit des effets incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des enfants voilà, qui ont peu d'amour et le fait simplement de leur souligner qu'on est là pour eux a un grand rôle. Ensuite, la place majeure de la beauté et de l'art, comme de la nature d'ailleurs, pour s'extraire des écrans, c'est-à-dire la lecture de grands textes, on fait beaucoup ça, la musique, l'écoute de la musique, je l'ai fait écrire par exemple sur Schubert et c'est passionnant de voir tous les affects et toutes les émotions qui sortent à travers l'écoute d'une simple musique. On étudie des grandes citations aussi, ça fait partie de la réflexion critique sur tout ça. Et puis, le corps va probablement parler, mais je dirais que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai eu la chance, à travers le projet qu'on a fait avec l'opéra, d'avoir un vrai grand projet de 2 ans où le corps était présent à part entière à travers des ateliers de danse menés par une chorégraphe et aussi par du chant. Et les effets produits étaient fabuleux, c'est-à-dire vraiment une émancipation des gamins sur le plan culturel, mais aussi sur le plan de l'épanouissement personnel, etc. Et une reprise en main de leur propre corps, enfin, reprise en main, je ne sais pas si j'avais perdu mes 100 ans, vraiment une prise de conscience du lien corps-esprit et avec évidemment des très très bons effets sur leurs apprentissages eux-mêmes. Et puis pour conclure, ce que je voulais dire, c'était que je crois dans le bon usage des outils numériques. Je suis sûr qu'il y a des compléments à l'éducation qui sont très intéressants à travers le numérique. J'essaye chaque année de faire prendre conscience à mes élèves au combien le numérique est une mine d'or pour trouver des informations et pour peu qu'on sache bien s'en servir, voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais simplement
il y a clairement un enjeu d'addiction pour répondre à ce que disait Fardine, il y a vraiment un enjeu d'addiction aujourd'hui qui est patent, non seulement pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. Ça se joue à travers une habituation constante à ces objets qui nous suivent comme des doudous et dont on a besoin tout le temps parce qu'ils sont multifonctionnels. Et donc, c'est simplement cette prise de conscience, je pense, qui peut amener chacun, et en particulier les adolescents, à prendre nos distances. Et l'art, là-dessus, l'expression des émotions, le passage par le corps, sont des véhicules très puissants que malheureusement, je n'ai pas totalement les compétences pour mener. Voilà. Et je voulais juste conclure sur une chose pour tous ceux qui seraient intéressés, c'était le lien sur le site du film Tout s'accélère, parce que bon, il traite de sujets très liés au numérique, et il y a tout un dossier pédagogique avec une partie sur le numérique et les discussions qu'on peut animer avec des enfants. Et c'est sur toutsaccélère.com, sans accent ni apostrophe. Et puis, les liens sur À nous l'opéra, on peut les trouver sur le net pour voir un peu ce qu'était cet opéra fait par les enfants. Et pour conclure, le livre est en librairie en ce moment. Voilà, depuis le 10 février. Merci beaucoup, Gilles, pour votre communication qui fait à la fois peur et qui donne quand même beaucoup d'espoir pour dire, bon, on peut quand même changer certaines choses, il faut être attentif, mais en tout cas, c'est passionnant. Et ben, merci pour les liens, comme ça on peut vous suivre à travers tout ce que vous avez créé, ce que vous avez écrit. Et je pense que voilà, c'est un très très bon lien pour introduire notre dernière communication de cette table ronde avec Patrick. Donc voilà, pour introduire un petit peu Patrick Traeger et son travail. Moi, j'ai eu de la chance de le rencontrer à quelques reprises à Poitiers et voilà, et je pense que le travail qu'il mène à l'Espace Mendès France, c'est aussi très intéressant, toujours en lien avec le numérique et les enfants, les adolescents. Et je me souviens de nos discussions autour de la création artistique via la voix, le son, et je pense que voilà, Patrick, il a beaucoup de choses à nous dire en lien avec les thématiques de la journée. Donc, c'est à toi, Patrick. Merci beaucoup, merci pour cette journée qui est très dense, en tout cas très riche d'expériences et de recherches. Rapidement, moi je vais donc revenir sur le fait que je travaille dans un centre de culture scientifique, donc un espace un peu particulier. Hein, ces lieux sont finalement assez peu connus, enfin je pense qu'il y a vraiment à apprendre à les connaître. Et mon intervention va être plus particulièrement le focus sur le passage du numérique au art et sciences, comme je l'ai dit, et la redéfinition qu'on peut mettre de formes de médiation et aussi de réflexion autour des espaces ou de l'espace artistique que tout cela peut amener. Alors j'ai un souci parce que j'ai l'impression que je ne peux pas avancer les pages. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc une erreur acrobate, impeccable. Donc je vais continuer sans le PDF. Simplement préciser, donc je vais parler du numérique au art et sciences, le passage du numérique au art et sciences, comment il s'est produit pour nous, de quelle façon. Parler aussi quand même des espaces pour le art et sciences, hein, puisqu'on verra que c'est quand même une complexité à l'intérieur de cette définition. Et enfin, une relation avec le théâtre dans le art et sciences, hein, comme cette tentative de définition au sein de l'art numérique, enfin de ce qu'on appelle l'art numérique, que nous, on a plutôt défini comme culture numérique. Le centre de culture scientifique s'appelle en réalité Centre de culture scientifique, technique et industrielle, ce qui pose quand même la question du rapport aux techniques, donc le numérique, et à l'industriel. Alors je pense évidemment aux industries culturelles, vaste débat, très polémique, hein, sur lequel j'ai beaucoup aimé l'intervention des artistes qui s'interrogent sur l'après-Covid et l'injonction au numérique, hein, qui peut être aussi une vraie question politique, comme ça a été emmené. Revenir sur la culture scientifique, alors j'ai repris une définition de Axel Kahn quand il est venu dans notre centre. Pour lui, la culture scientifique ferait
profondément partie de la culture, c'est déjà rassurant. Qu'est-ce que la culture? C'est à la fois ce qui fait sens et qui permet à une société de déterminer ce qu'il convient de faire, comment elle va se positionner, mais aussi d'avoir des références tangibles afin d'exprimer un libre arbitre et se retrouver dans des valeurs communes. Donc on retiendra cette idée de libre arbitre et de valeurs communes qui sont quand même, en tout cas sur le terrain, et je pense dans la recherche, des zones de définition pour nos actions et puis pour tout ce qu'on peut mettre en place avec la question des publics qui, pour nous, est extrêmement sensible. Donc, première partie, du numérique aux arts et sciences. Pour nous, simplement revenir qu'on a sur notre parcours, puisque la notion de parcours est toujours importante. On a commencé à l'époque préhistorique des espaces... Excusez-moi, Patrick, excusez-moi. Est-ce que Oui. comme vous ne vous servez pas de votre écran, est-ce que du coup, vous pouvez le fermer, comme ça on aura le plaisir de vous voir davantage? Parfait. Si j'arrive à... Oui, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Voilà. Ça vous va comme ça? Oui, bon merci beaucoup. Ok. Sur l'impulsion initiale, ça a été les espaces culture multimédia. Moi, j'ai commencé en 1999, donc à l'époque, pas de numérique, du multimédia. Ce petit crochet rapide, juste pour revenir sur quelque chose qui a été évoqué ce matin et qui me semble essentiel, c'est la question du patrimoine, de la mémoire, parce qu'on a souvent la sensation que les actions autour du numérique, même multimédia ou même cybernétique, je pense au splendide travail qui a été fait autour de Nine Evenings, on manque quand même de patrimoine et de définition et de documentation pour tout ce qui a été fait depuis, on va dire, ces 30 dernières années, parce qu'il y a eu des choses extrêmement intéressantes, et une véritable difficulté, peut-être de protocole, parce que les choses existent, mais on a du mal parfois à les trouver, pour asseoir l'approche historique. Et en tout cas, je reviendrai là-dessus, sur la question d'histoire des sciences, des techniques et des arts, qui nous semble important. Le numérique aussi, il y a eu des impulsions et l'arrivée du art et sciences est venue de différentes énergies. En tout cas, j'ai envie de citer en premier Leonardo Olat, c'est le travail de Annick Bureau qui a travaillé depuis des années sur la définition du rapport entre le monde des arts et celui des sciences et qui a l'avantage aussi d'être une structure internationale, l'aspect international étant important pour comparer les démarches et les protocoles, justement. On fait également partie du réseau TRACE, la transversale du réseau Art Sciences, alors très certainement encore peu lisible, mais qui a l'avantage aussi de pouvoir mettre ensemble des structures artistiques, culturelles, universitaires et de recherche. Et on voit bien une montée en charge évidente depuis 3-4 ans sur ces questions de la méthodologie pour faire travailler ensemble artistes et scientifiques. Je reviendrai également, ça c'est important, sur la question des représentations autour du art et sciences et l'approche autour du complexe. Nous, on a eu la chance de beaucoup travailler avec Edgar Morin, enfin sur les travaux d'Edgar Morin, et Edgar Morin est venu nous rencontrer souvent. Et cette approche autour de la complexité, un mot qui n'a pas été beaucoup évoqué, peut-être pas suffisamment dans cette journée, c'est aussi une méthodologie, c'est aussi des protocoles à mettre en place pour essayer de trouver une tentative de présentation au public. C'est également la question de la prise en compte des lieux de production. Les lieux de production, c'est important parce que où va-t-on produire de façon traditionnelle dans des salles de spectacle vivants? Où est-ce qu'on peut trouver des solutions avec des laboratoires de recherche? Ça existe. Alors pour le spectacle vivant, c'est peut-être plus délicat, mais aussi d'autres espaces, puisqu'on reviendra là-dessus sur la question de la médiation autour du vivant, c'est la question aussi du rapport à la nature, au jardin, et ne pas oublier encore les espaces urbains tant qu'ils sont fréquentables, c'est-à-dire je pense à la question de la surveillance et des datas numériques dans l'espace public, enfin essayer d'inventer, de trouver de nouveaux espaces, ou si on ne les invente pas, de les redécouvrir, ou si on ne les redécouvre pas, de travailler en jonction par exemple avec les arts de la rue, ce qui nous arrive aussi régulièrement. Pour le art et sciences, puisque c'est cette partie
partie qui nous intéresse actuellement, c'est la question, un des mots essentiels, ça a été celui de transdisciplinarité. Alors moi, dans mes recherches, la transdisciplinarité étant porteuse de complexité en elle-même, c'est aussi la question de revenir parfois sur le passé. Et on a beaucoup travaillé autour et rencontré Sally Jane Norman, qui a été directrice de l'École européenne supérieure de l'image à Poitiers, et qui a fait un document assez intéressant sur la transdisciplinarité et jeunesse des formes artistiques. Alors, c'est effectivement un peu ancien, 1997, mais c'est porteur de définitions, en tout cas de tentatives de définition qui tiennent encore plutôt bien la route. Par exemple, pour la question de la transdisciplinarité, c'est de prendre en compte les vertus transformatrices et formatrices de nouveaux champs de recherche, si j'ose dire, de la recherche de l'ordre de l'hybride. Enfin, voilà, c'est pour nous, cette question de transdisciplinarité, quelque chose d'essentiel pour arriver à produire de l'action de terrain. On a parlé de recherche-action ce matin, de pouvoir définir l'action. Donc, on met ça aussi en lien, et on a la chance d'avoir ça dans notre centre de culture scientifique avec l'histoire des sciences. On a tout un secteur d'histoire des sciences qui a été un endroit qui nous a permis à la fois de théoriser et de mettre en action, en lien avec des chercheurs, de sciences humaines également, sur ces questions d'histoire des sciences et la conjonction avec les arts et les techniques. C'est également l'émergence de nouveaux lieux. Je parlais des nouveaux lieux, donc très concrètement, actuellement, ça a été évoqué ce matin, mais il y a à Grenoble, effectivement, l'Hexagone, hein, tout ce qui rayonne autour de l'Hexagone, une biennale également. Il y a toujours une biennale à Bordeaux aussi qui s'appelle FAX sur la question art et sciences. Il y a des festivals, je veux citer par exemple Chronique, hein, qui a eu lieu récemment, qui se veut à la fois numérique et art et sciences. C'est un peu la question de Acnum qui a été évoquée. Trace et Acnum sont en lien sur ces réflexions, en essayant de trouver les terrains et les jonctions. Et en réalité, la discussion ne se porte pas sur les terrains art numérique ou arts et sciences, mais plutôt sur les questions des territoires. Et je parle de territoires géographiques et de répartition des actions. C'est quelque chose d'extrêmement important actuellement pour avancer. Sur l'espace de la création arts et sciences, je veux revenir sur les 3 niveaux essentiels, la production et la coproduction, qui nous interrogent sur avec qui et avec quelles ambitions. Alors, quelles ambitions, ça veut dire, est-ce qu'on va travailler sur un projet un peu pharaonique, usine à gaz, comme on dit parfois dans notre jargon, c'est-à-dire très difficile à diffuser, ou est-ce qu'on va travailler sur des petites formes? Voilà, ça, c'est des questions qui, pour nous, sont extrêmement importantes, puisque l'idée de la coproduction, dans la période où on est, c'est de pouvoir se regrouper pour rendre possible l'existence d'un projet artistique ou art et sciences. La question des résidences de création, c'est-à-dire comment est le processus de création, comment ça se met en place. Il n'existe peu finalement de références sur ce qu'est réellement une résidence de création, qu'elle soit art numérique ou art et sciences, et c'est un endroit quand même plutôt important. En corollaire aussi avec les questions de diffusion, c'est-à-dire les questions de quels résultats. Est-ce qu'on a une forme spectaculaire dans le sens scénique traditionnel, où on a quelque chose de totalement hybride et qui peut aller dans des lieux différents, des petites médiathèques, des petites bibliothèques, dans un lieu complètement incongru. Et la question des territoires, je reviens là-dessus parce qu'elle est essentielle. Nous, par exemple, dans la Nouvelle-Aquitaine, l'ex-région Poitou-Charentes, on a Poitiers où ça se passe bien et on a des zones vraiment de pauvreté économique et culturelle, où il y a tout un travail vraiment important à faire pour aller vers ces publics, vers ces personnes, vers ces citoyens et citoyennes. Et c'est un enjeu pour nous qui est crucial actuellement. Et enfin, le dernier point, celui qui nous concerne, celui de la médiation. Si on parle de médiation numérique, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de médiation art et sciences, qu'est-ce que c'est? Trace, par exemple, parle plus de médiation art, sciences et terrestre, voilà, en référence justement à ces questions de relations au vivant.
qui sont des questions cruciales. Sur les récits d'expérience, on essaye aussi de distinguer d'Antras, c'est un travail qu'on mène depuis pas mal de mois, la place de l'artiste, la place du scientifique, donc l'interaction aussi artiste-scientifique, la place de l'œuvre et sa forme, ce que je viens d'expliquer dans le cadre de la diffusion, le rôle de la structure culturelle ou des structures culturelles et le rôle de la structure scientifique qui permet également de mesurer en creux, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les risques d'instrumentalisation, que ce soit politique, institutionnelle, financière, idéologique, pour essayer d'avoir un projet art et sciences qui puisse vivre sans être sous les fourches codines de certaines censures ou de certains réajustements d'ordre politique ou institutionnel. C'est parfois un vrai problème. C'est la question de la répartition des rôles entre les scientifiques et les artistes, en sachant que la règle du jeu, c'est quand même que l'artiste reste l'élément moteur du projet. La question des imaginaires, on a cette question essentielle qui parle de l'imaginaire des technologies. Je fais référence à Pascal Plantard, qui est un chercheur de Rennes qui a travaillé sur les imaginaires et les technologies, ou les imaginaires des technologies, ce que ça projette. Et enfin, le rapport à l'éducation. Là, on arrive progressivement vers la médiation, avec des cadres qui sont très cadrés, ce qu'on appelle dans le jargon EAC, éducation artistique et culturelle, mais les parcours d'éducation artistique et culturelle, les d'éducation artistique et culturelle, qui sont en lien aussi avec le ministère de l'Éducation et souvent en lien avec le ministère de la Culture, ce qui donne lieu à des frottements réguliers pour la détermination des modes et des protocoles de médiation. Enfin, pour la médiation, la partie importante, c'est 3 mots qui sont un petit peu les trames de ce qu'on appelle un parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est voir. Et là, je me place du côté, je reviens sur les présentations qui ont été faites juste avant moi, sur les questions de rapport aux enfants, que ce soit dans un collège, un lycée ou avec des décrocheurs. N'oublions pas qu'il existe aussi un monde à côté de l'éducation nationale. C'est la question du voir, du faire et du penser, mais dans le contexte où on doit prendre la présence du corps, celle des participants, des artistes et des œuvres. Et tout ça se joue sur une interaction forte qui peut se passer soit dans un lieu, généralement dans un lieu culturel reconnu, soit dans le cadre de l'école, c'est ce qui se passe actuellement, enfin école, collège et lycée, ou alors on peut aller dans des lieux, peut-être organiser des sorties pour aller plus vers la nature, qui est aussi un lieu important qu'on a tendance à oublier, mais là, dans le cadre du protocole actuel sanitaire, c'est mission. En tout cas, c'est très difficile. Et enfin, pour la médiation, c'est la manière de raconter le monde. Je pense qu'on est sur une histoire qu'on doit raconter, et être prescripteur ou pas, comme disait Fardine, la question de la modalité de la prescription et du protocole de prescription, c'est aller vers une manière de pouvoir raconter le monde. Et là, c'est pas une question de faire le quart d'heure warolien, de faire miroiter cette chose à des jeunes, c'est plutôt de prendre en compte que chacun a sa propre manière de raconter le monde et que le rôle de l'artiste, le rôle du scientifique, c'est simplement de jouer et de flotter autour des modes de représentation et de définition du monde. Et dernière chose, je reviens sur un mot qui me semble essentiel dans cette démarche de médiation, c'est jouer avec les imaginaires et créer les conditions pour son émergence. Donc, il faut que l'imaginaire reste au centre du projet et que ça soit dans le domaine des sciences ou le domaine des arts, on puisse avoir des protocoles qui permettent de donner une certaine indépendance et une capacité à toute personne ou tout futur citoyen ou tout individu la possibilité d'utiliser cette boîte à outils comme un moyen de pouvoir sortir d'une situation qui parfois est très verrouillée et très prescriptrice, comme le dit Fardine. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense qu'on va laisser plutôt la place aux questions et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup Patrick pour
cette présentation. Et comme toujours, j'apprécie à chaque fois ton rapport très terre à terre avec le terrain, avec le sujet. Et je pense que, voilà, comme tu dis, peut-être c'est pas, voilà, on ne connaît pas assez ces espaces, ces activités. Mais je pense que, voilà, grâce à ce type de programme, en tout cas des artistes qui sont intéressés par les sujets similaires, on peut peut-être avancer sur effectivement ce type de collaboration à l'échelle nationale. Voilà, donc on a un temps pour les discussions et débats. On a à peu près 15 minutes. Puisque voilà, je suis là, je commence, je me permets de commencer par une question. Je ne sais pas qui peut répondre parmi les intervenants, mais c'est une question que j'ai depuis quelques années. Comment vous voyez le monde d'après? Je ne parle pas de la pandémie, mais je parle plutôt de cette avancée technologique auprès voilà, des futures générations, de ce qui se passe aujourd'hui chez les enfants, chez les adolescents, par rapport au monde numérique et aussi le monde artistique. Comment vous voyez le monde d'ici 5 ans ou 10 ans? Voilà. Je peux me permettre? Oui, oui. Certes, sur terrain, donc quand on est avec les contacts des enfants, et donc, ou avec, je veux dire, les adultes, on peut avoir peur puisque ces objets ne sont pas pris avec beaucoup de distance, ce sont des objets transitionnels, c'est pour grandir, ils font comme les grands, pour grandir et pour s'exprimer, un objet d'expression. Par contre, quand on les voit, quand ils sont dans des expériences réelles de vie où le corps peut mémoriser leur expérience, ils éprouvent sur terrain, c'était le terrain, que ce soit la cour ou scène de théâtre, il y a la possibilité d'ouvrir des brèches. Donc, j'ai peur de l'hégémonie à venir, mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir sur les petites brèches qui peuvent fissurer comment dire, les murs de béton. Donc, dans ce sens, j'ai beaucoup d'espoir. Mais oui. Gilles, Patrick ou Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien répondre. Pour moi, c'est vrai que c'est la question, le rapport. J'ai parlé de technique, c'est-à-dire on parle souvent de la confusion avec un outil technique, le numérique. J'ai jamais su ce que ça voulait dire depuis 1999, en travaillant tous les jours sur cette question numérique. Ce qui m'intéresse, c'est au-delà la question de l'usage, mais aussi quel type d'usage. Est-ce qu'on est dans un usage utilitaire? Est-ce qu'on est dans un usage qui favorise, comme je l'ai dit, l'imaginaire? Voilà, c'est un petit peu la question centrale, parce que derrière, c'est une question éminemment politique qui nous emmène, j'ai employé le mot, on a parlé de spectateurs, de public, de personnes. La personne, c'est important en tant que telle, et de citoyens. Voilà, c'est un enjeu, et là je me place sous le champ de la médiation, mais une médiation en relation avec les artistes qui est essentielle, extrêmement importante. On l'a vu lors de cette journée, il y a un réseau, il y a un réservoir infini de perspectives. Donc cette médiation en relation avec les artistes, c'est simplement nous emmener à penser un petit peu différemment, un petit peu autrement, un petit peu détourner ce qu'on nous donne comme évident. Voilà, enfin pour nous, c'est l'essentiel et le réacteur du projet qu'on mène tous les jours depuis X années. Merci. Gilles, tes expériences. Alors, voilà. Ouais, je trouve que de voir l'avenir est toujours extrêmement difficile parce que c'est vraiment une question de point de vue optimiste ou moins optimiste. Je pense qu'il y a un enjeu de choix quand même aujourd'hui, c'est-à-dire ces outils, c'est bel et bien la question de leur appropriation et de leur mise à distance qui est posée. Heureusement, elle l'est parce que
de plus en plus de gens se rendent compte des faits pervers de leur invasion à pas mal d'égards. Hein. Et de ce fait, moi, ça me laisse optimiste dans le sens où je pense que toujours l'humain s'adapte et que, je l'espère, des gens pourront prendre cet outil à bras-le-corps et qui a plein d'aspects positifs, il ne faut vraiment pas l'oublier. Mais je pense qu'il y a vraiment une grande part d'éducation à ces outils, au bon usage de ces outils, parce que ils sont en train, enfin, on voit actuellement un taux de dépression fascinant chez les jeunes qui sont beaucoup liés dans le fait qu'ils ne se contactent plus que par ces outils et que cette médiation est insuffisante. Et elle l'est aussi, selon moi, dans le monde artistique. C'est-à-dire entre une représentation de théâtre in vivo, une représentation d'opéra in vivo et une opération... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moyens d'avoir des choses très intéressantes sur le plan numérique, mais penser que ça peut se substituer au réel est une illusion pour moi qui me laisse optimiste. C'est-à-dire que je pense que cette pandémie fait prendre conscience que le contact physique, les événements culturels physiques, le fait de voir un tableau plutôt que de le voir par le net, c'est pas pareil. Voilà. Et par contre, j'espère qu'on pourra tirer parti pour plein d'aspects positifs du télétravail, c'est-à-dire d'une souplesse, aussi d'une souplesse. Ça peut, tant que c'est pas imposé, etc. Voilà, et qu'on a une souplesse dedans, je reste optimiste. Mais ce dont il faut vraiment se méfier en revanche, c'est que ces outils-là ne sont pas paramétrés pour le bien commun. Ils sont paramétrés, enfin quand je parle des outils, pas des créations numériques des artistes, hein, encore une fois, mais de leur diffusion, de tous ces réseaux, ils sont paramétrés vraiment pour le profit. Et donc, c'est voilà. Okay, bon, désolée, je vous coupe parce que je vois que dans la boîte à conversation, on a 2 questions. Donc, Geneviève, s'il vous plaît, si vous pouvez poser votre question. Oui, c'est une question pour Julien. Je voulais savoir, d'ailleurs, ça c'est une question qui pourrait se poser pour les artistes qui sont intervenus. Quelle est la part d'autoproduction? Elle est totale dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, quand vous êtes en collectif avec d'autres artistes? Est-ce que vous recherchez des subventions? Comment ça se passe? Enfin, c'est très pragmatique, hein, ma question, mais je trouve que la question de l'autoproduction pour les artistes voilà, est assez importante. Donc voilà, allez, je vous laisse répondre sur l'autoproduction. Sur l'autoproduction, c'est clair que le numérique se pose clairement la question du modèle économique. Moi, je m'inspire du modèle économique des arts de la rue, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit une institution qui va commander une œuvre et à ce moment-là qui va rémunérer les artistes pour ça, soit il va y avoir les chapeaux, alors on peut faire du chapeau de manière numérique avec des cagnottes, etc. Soit il va y avoir des codes secrets, comme des rendez-vous à un lieu secret, il va y avoir des codes secrets pour une conférence téléphonique, pour une visioconférence, etc. Donc moi, quand j'ai commencé en mars à faire des choses sur téléphone de manière au début très concret, pratique, c'était des lectures. Hein. Au bout de 2 jours, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Artistes au téléphone pour proposer à d'autres personnes de poster sur ce groupe telle proposition et d'inscrire à la fin de leur annonce s'il y avait un coût fixe, une possibilité de cagnotte ou si les gens faisaient ça gratuitement. Donc moi avec ça, j'avais eu de quoi me faire un cachet en tout avec des dons qui avaient été, enfin me faire un cachet que la compagnie avec laquelle j'ai travaillé m'a fait un cachet pour ça. Ensuite, j'ai été appelée par l'Institut français de Cluj-Napoca pour faire une télérésidence. Donc j'ai fait une résidence par téléphone où je discutais de l'avenir de manière positive. Je proposais aux gens de se projeter positivement dans l'avenir et de me le raconter. À partir de là, j'ai écrit des poèmes. Donc ça, c'était payé par l'Institut français de Cluj-Napoca. Ensuite, la Casa Transit de Cluj-Napoca pour la téléperformance, c'était payé par eux aussi. Et pour la Nuit des idées avec l'Institut français de Roumanie, j'ai fait une téléperformance aussi qui était
là aussi rémunéré par l'Institut français de Roumanie. Et sinon, voilà, sinon moi dans la petite fenêtre, comme Florence Minder, j'ai pu créer un spectacle le 11 septembre. Je me posais moi aussi beaucoup la question de est-ce que je suis masquée face à une salle masquée? Pourquoi je ne suis pas masquée, etc. Et donc, c'était un spectacle sur le thème de l'effondrement, ça tombait bien, ça s'appelait Je t'aime effondrement. Et donc, j'ai inventé une dizaine de dispositifs Covid compatibles, scaphandres, aspirateurs à particules respiratoires, filtres en coton dans les narines, avec expiration vocale quand je parle et que je filtre après en sortie. Donc ça, vous pouvez trouver ça. On a parlé de la complexité. Moi, ça s'appelle C'est très simple. Donc il y a une chaîne YouTube qui dit C'est très simple de manière ironique pour montrer que les artistes peuvent tout à fait travailler dans des conditions normales en inventant des dispositifs Covid compatibles eux-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel j'étais vraiment très content d'entendre Florence Minder et Marine Sieffert à propos de ça, c'est que en fait, j'ai l'impression que l'État, les autorités, finalement, on a des artistes qui sont comme des soldats sur un champ de bataille en train de se faire tirer dessus, et il y a les autorités qui viennent pour soigner les blessures, mais qui ne donnent pas les moyens que finalement on se construise un gilet pare-balles ou qu'on aille marcher ailleurs, vous voyez. Donc moi, c'est ça où je me dis, plutôt que d'investir dans la captation audiovisuelle, qui est une injonction finalement à continuer de faire comme avant, donc pas du tout à se préparer, pas du tout à s'émanciper par rapport à une puissance un peu dans un rôle de sauveur qui vient soigner les blessures, etc. Donc moi, j'essaye de mettre des choses en place avec La Marge Heureuse, avec un programme qui s'appelle Avoir lieu. Si vous tapez La Marge Heureuse, vous le trouverez, pour aller vers à la fois donc des solutions Covid compatibles présentielles, mais aussi sérieuses, reconnues, autorisées, voilà. Et ensuite, sur des dispositifs hybrides présentiels, distanciels, multicanal et interactifs. Et juste pour dire qu'au niveau du vocabulaire, il y a eu cette question du vocabulaire, comment on nomme les choses, c'est très très important, comment on se projette dans l'avenir, comment on le nomme, et je parle pour ça de virage distanciel et pas de virage numérique, parce que quand on parle de virage numérique, on est conditionné par le fait que c'est soit la coprésence, soit le numérique. Et en fait, il y a plein d'autres alternatives qui peuvent exister, et c'est pour ça que j'invite à parler de virage distanciel. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Voilà, pour une dernière question, Alexandra, vous pouvez poser votre question et ensuite je laisse la parole à Sophie Jael pour faire la conclusion. Merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser la parole s'il y a d'autres questions, parce que j'ai déjà pris la parole plusieurs fois, mais enfin, si j'ai quand même la possibilité, je vais la poser. En fait, tout ce que vous avez proposé dans cette table ronde m'a énormément intéressée. J'ai juste enfin, j'aimerais faire part d'une interrogation et que j'adresse notamment à Gilles et à Fardine, et qui concerne ce que j'ai perçu, c'est comme à certains moments une forme de nostalgie d'une sorte d'âge d'or où les rapports humains auraient été différents. Les rapports parents-enfants, par exemple, auraient été si fondamentalement différents. Et aujourd'hui, si transformés, notamment par l'intermédiaire des dispositifs. Et à mon sens, il faut être un peu prudent avec ça. Il faut regarder de près ce qu'on compare, en fait. Disons, le statut de l'enfant, ne serait-ce qu'au XXe siècle, dans les années 20-30, n'était pas du tout celui d'un être qui avait la parole dans l'espace public ou même dans l'espace familial, à table. Vous voyez, donc on ne parlait pas forcément avec les enfants, ne serait-ce qu'il y a encore 60-70 ans. Donc, disons, voilà, juste cette prudence, c'est la même prudence concernant la phrase que tu as dite et qui est très belle en même temps, Fardine, construire un moi tranquille avec les autres. Oui, certes, mais les rapports humains ne sont pas forcément tranquilles seulement parce qu'ils ne sont pas intermédiés par des écrans. Enfin,
les écrans ne sont pas la source de tous les conflits qu'on vit actuellement. C'est juste ça, hein, que j'aimerais souligner. Parfois, ils sont des amplificateurs, peut-être, hein, mais c'est certainement pas la seule source, hein. Donc, juste peut-être tempérer un peu certains moments de vos contributions, hein. Oui. Donc, Gilles et Fardine. Je peux, Gilles, ou tu Oui, veux bien commencer sûr. après? Oui, tu fais bien de l'amener sur la table, qu'on en parle, puisque c'est vrai, on peut très vite prendre l'étiquette nostalgique, mais il faut être très prudent. Ça, tu as entièrement raison. Mais en fin de compte, ce n'est pas une nostalgie pour aller dans le paternalisme ancien où l'autorité a été donc paternelle, on ne parlait pas. Ça, c'est bien évidemment. Et la phrase que j'ai citée, c'est de Winnicott. Donc, c'est la fonction phorique. Donc c'est une signe fondamental pour que l'enfant puisse grandir. C'est quelque chose, c'est pas un absolu, c'est une relativité, mais plus. Mais en fin de compte, peut-être, ce que je veux dire, c'est qu'on est passé par une période où on est rentré dans une période, peut-être c'est l'âge d'or, mais ça a duré très peu de temps, d'émancipation et d'avoir une pensée libre. Ce n'est pas non plus revenir à ça, mais c'est pour, je rapporte ce qu'il dit Hannah Arendt, lorsqu'on a cassé l'autorité ancienne, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est-à-dire, le grand danger, c'est que quand on a détruit quelque chose, il faut être dans la capacité de réinvention du moment présent. C'est ça qui manque. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour revenir en arrière, mais c'est là où je trouve que justement l'outil théâtre est fondamental, puisque c'est un espace qui n'est pas cadré, puisque là, étrangement, moi je le constate, les jeunes parents, ils reviennent vers l'autoritarisme. C'est assez fréquent, à force de fréquenter beaucoup d'écoles. Je veux dire qu'en tant qu'artiste, je vais d'école en école, donc j'ai un peu beaucoup de chance. Comme l'autorité s'est effondrée, comme on ne sait pas comment le remettre, donc il y a un retour vers l'autoritarisme vis-à-vis des enfants. On cadre de plus en plus. Fardine, Oui. Voilà, si tu veux bien qu'on termine, parce que oui, mais si tu peux conclure rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on dépasse 17h30. Je sais, mais s'il te plaît, je voudrais faire une conclusion. D'accord, mais juste, puisque là, je veux dire, c'est un peu c'est bien qu'on conclue sur la table. On a à peine dépassé 10 minutes de notre table. Hein, oui, donc, ce que je veux dire, c'est que enfin, ce qui manque énormément, ce que j'ai montré, c'est vraiment un des éléments importants. Il y a peu d'espace, justement, pour que l'enfant puisse être libre. Dans cet autoritarisme ancien, peut-être il y avait la rue, peut-être on va dire, il y avait plein de choses mauvaises, et il y avait la nature, etc. Maintenant, les sociétés sont transformées, mais comment on peut réinventer à nouveau ça? Et puis, par rapport au numérique, ça, je ramène encore le mot, il faut enlever le mot technologie. Ce n'est pas le numérique qui est la cause. Tout est, tout est derrière dans la société qui véhicule. Le numérique sert à amplifier. Voilà, j'arrête là-dessus. Je ne sais pas si Gilles, tu voulais dire un mot. Non, mais si ce n'est que j'étais... on m'entend? Oui, si ce n'est que j'étais peut-être un petit peu nostalgique, mais tout à fait conscient, voilà, le travail des enfants, 14 heures par jour, on peut revenir à la révolution industrielle aussi. Donc, il n'y a pas, je ne m'inscris pas exactement dans cette vision passéiste, mais plus dans une vision futuriste. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je vois l'évolution du langage des enfants, je conclurai moi là-dessus parce que c'est mon plaidoyer, la capacité par manque d'échange et du fait simplement d'une invasion, donc ce n'est pas une mise en cause de ces outils pour eux-mêmes, ou voilà, ils peuvent être très utiles, mais ils ont une dimension invasive
qui fait qu'il laisse moins de place, et Fardine le dit très bien, à plein d'autres choses, au premier rang desquelles la communication entre les parents et les enfants, où tout se joue de 0 à 5 ans, on va dire, où tout le langage qu'ils vont entendre à ce moment-là, toutes les recherches le montrent, c'est ce qui fera leur capacité d'élocution après, etc., sans parler, les années qui suivent, ou à l'école, ils peuvent développer leur langage. Mais voilà, c'est ça l'enjeu pour moi, et c'est pour ça que je peux avoir un côté, pour moi, il faut s'en emparer, parce que c'est une question clé. Mais encore une fois, il n'est pas question de revenir en arrière, on n'a jamais rien désinventé, et ces outils ont des avantages aussi. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Oui, sur les avantages, il y aurait, si vous voulez, sur des questions comme ça nous amènerait, si on voulait les traiter vraiment sérieusement, sur à d'autres enjeux, et notamment à la question de savoir ce que fait l'école aussi par rapport à ces questions de vocabulaire, s'il faut revenir là-dessus.